Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au thème des récits, du récit, au singulier, au pluriel. On va voir les deux aujourd'hui. Pour en discuter, je suis accompagné de trois chroniqueurs qui en ont long à raconter, justement, sur ce thème-là. Commençons par les habitués. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour. Allô, Antoine. Ça va bien? Ça va très bien. Formidable. Ariane Beauferré, aussi journaliste pour Le Verbe. Bienvenue. Et de la nouveauté pour lancer cette 10e saison. Pourquoi pas? Michaël Grenier, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci beaucoup. Très heureux de t'accueillir. Vous êtes là tous les trois parce que vous avez tous les trois participé au numéro spécial qui sort cet automne sur ce même thème, du récit, parce que Le Verbe qui produit On n'est pas du monde est aussi un média qui produit des magazines distribués gratuitement dans la rue, mais aussi disponibles par abonnement. Et le numéro en question qui sort cet automne est consacré, je le disais un peu plus tôt, au thème des récits. Vous y avez contribué, vous avez apprécié l'expérience. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ah oui, moi j'ai vraiment aimé ça. J'ai découvert beaucoup de choses, en fait. Je trouve que c'est un sujet passionnant et très vaste aussi, là, la façon dont on peut aborder le récit. Est-ce que c'est le récit oral? Est-ce que c'est l'écrit uniquement? Est-ce que c'est juste les fictions? En fait, on se rend compte qu'on fait tous des récits. On est entouré de récits. Oui, on fait de la prose sans le savoir. Est-ce que tu es une raconteuse, Ariane, toi? Je pense que je préfère écouter. Autour d'un feu, là, écouter des histoires. Je ne suis pas la meilleure pour raconter, honnêtement. Tu as des occasions de faire ça, écouter? Pas souvent, mais c'est tout le temps des souvenirs mémorables. On dirait quand quelqu'un est capable de capter l'attention pendant des dizaines de minutes en racontant juste une petite anecdote, là, c'est passionnant. Michaël? Moi, c'est certain que je me suis davantage penché sur la question de l'oralité. Donc, le retour de l'oralité, surtout avec les médias numériques, les balados et tout ça, qui sont en pleine effervescence. Il y a vraiment un boom. On n'est pas du monde, Et voilà, on en fait partie. Et donc, c'était à la fois m'inclure dans la réflexion. Donc, c'était curieux d'être à la fois observateur, mais en même temps autocritique. Donc, c'est un monde dans lequel je suis moi-même plongé, un peu comme tout le monde. Je consomme un paquet de vidéos courtes, de balados, de choses de ce genre-là. Donc, de prendre un pas de recul, ça a été une expérience qui, déjà pour moi-même, a été agréable. Puis, de proposer cette espèce de rétrospective-là au lecteur, je pense que c'était très bien. Puis j'espère que les gens apprécieront ce qu'ils liront. Je ne sais pas s'ils sont d'accord, mais... Parce qu'il y a toute une génération qui est née littéralement avec un iPhone dans les mains, là, ça fait partie de la respiration quotidienne que de consommer ces contenus-là qui sont, oui, vidéo, mais qui sont de la transmission orale beaucoup. On n'est pas en train de lire un livre ou un article là, quand on est sur TikTok, par exemple. Mais exactement, c'est-à-dire que quand on lit, on peut s'arrêter, relire, poser le livre quand on en a eu assez, alors que quand on est auditeur d'un balado, on peut le laisser jouer en faisant toutes sortes d'autres choses. Donc, on est à la fois moins actif, moins engagé, je trouve, dans ce qu'on consomme, mais il y a aussi la question de l'écoute, parce que c'est une discussion entre plusieurs personnes, mais à laquelle on ne prend pas part. Donc, on dirige pas ce qu'on écoute, puis je trouve que c'est facile de gober sans nécessairement s'arrêter justement pour laisser descendre. Puis spécialement dans tout ce qui est le contenu spirituel, religieux, je pense que c'est facile d'en hyper-consommer. C'est même une trappe dans laquelle je suis tombé moi-même. Puis de finalement devenir complètement perdu. Puis je pense que du spirituel, on glisse vers l'idéologique assez facilement. Là. Clairement. On aura l'occasion d'en discuter beaucoup là, de la forme, ou en tout cas du moyen qu'on prend pour raconter, que ce soit l'oral ou l'écrit. Dans le deuxième segment de l'émission, on est très heureux que tu sois là pour en discuter avec nous. Michaël, tu es philosophe de formation. Si on peut dire ça. En tout cas, j'ai étudié la philosophie, ça, on a le droit l'histoire de dire des ça. idées, disons. Mais oui, je complète une maîtrise en philosophie présentement. Génial. Une autre philosophe avec nous, Stéphanie. Toi, est-ce que tu es plus une... Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est que la nuance entre philosophe ou prof de philo et étudiant en philo, moi aussi, je la fais. Tout le monde se sent imposteur. Oui, c'est ça. Exactement. Tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Oui, je raconte des choses. Je raconte mes journées. J'aime ça. Je suis très ouverte sur comment je me sens. Ça fait partie de quelque chose dont j'ai besoin de parler à des proches, souvent. Mais ça m'aide à faire le point sur moi-même, sur ce que je veux. Parce que quand on ressent quelque chose, tant qu'on ne l'a pas nommé, puis tant qu'on ne l'a pas structuré aussi, ça reste flou. Puis ça, c'est un besoin que j'ai. Puis écrire aussi le soir
mettre de l'ordre dans mes idées, ça fait partie de ma vie, ouais. Tu touches tellement de points là, dans juste les 2 dernières phrases que tu as dites. Là, je vois c'est une bonne Ariane, introduction. Sophia, mettre de l'ordre dans le chaos, on préfère l'émission au complet là-dessus. D'ailleurs, on va commencer avec ça, mais juste avant, tu as dit j'aime ça raconter ma journée. Et là, je pensais, hier, je suis rentré du bureau, puis là, évidemment, avec mon épouse, on se pose la question comment a été ta journée? Et là, ce qui était le chaos, la journée de ma femme, à la maison avec plein d'enfants, ce qui était le chaos, ma journée au bureau en pleine rentrée, très effervescent aussi, s'est structuré puis est devenu quelque chose d'ordonné où il y a eu un choix, une sélection d'événements parce qu'on ne s'est pas mis à raconter dans le détail toute notre journée, évidemment. Ouais. Est-ce que c'est un exercice que vous faites, ça? Mettre de l'ordre dans le chaos de vos journées comme ça? Je pense qu'on le fait tous, puis il y a quelque chose de très naturel aussi là-dedans, parce qu'on le fait depuis la petite enfance, en fait. Les premiers souvenirs que consciemment on a, ça date de quand on a à peu près 3 ans. Puis c'est toujours des séquences d'événements, mais qui se sont faites toutes seules. Donc c'est pas nous qui choisissons nos souvenirs, mais aussi c'est à force de les visiter, puis d'aller les revoir, ces souvenirs-là, que ça permet de structurer notre vie au complet, puis de mieux la comprendre. Donc, il y a quelque chose de très naturel. Là, On fait tous ça. On fait tous ça. Dans l'espèce humaine. Et donc, il y a le philosophe Paul Ricoeur qui disait même que c'était une caractéristique de l'espèce humaine. C'est ce qui faisait qu'on était des êtres humains parce qu'on avait accès au temps et qu'on était capable de structurer, finalement, les événements. Et on ne fait pas juste communiquer des informations. Hein. Il y a un autre philosophe sur lequel on va revenir certainement aujourd'hui, qui est Byung-Chul Han, un philosophe sud-coréen qui dit... Qui vit en Allemagne. Qui vit en Allemagne aujourd'hui. Il dit « Nous ne racontons plus d'histoire, nous communiquons en revanche à l'excès. » Donc, les animaux font ça, communiquer des informations. Le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, par exemple. Les baleines communiquent très bien, semble-t-il. J'imiterai pas la baleine, faites-vous-en pas. Mais l'être humain a cette particularité où sa parole n'est pas que communication, elle est bien souvent récit. Mais oui, parce qu'elle est productrice de sens. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on communique aussi, qu'on transmet. Quand on raconte, c'est qu'on qu'on produit quelque chose qui est sensé parce qu'il y a des liens. Donc, je ne sais pas si cette dimension-là est présente dans la communication animale. C'est sûr que si on pouvait comprendre les animaux ou leur parler en dehors de leur donner quelques ordres qui s'apprennent par des réflexes un peu pavloviens, comme les chiens assis debout, qui reconnaissent les sons, ils font des choses. Ce serait intéressant de savoir s'ils se racontent des choses qui sortent du temps présent. Mais l'intuition, du moins quand on les observe, c'est que les oiseaux, les baleines, peu importe les animaux, ils se communiquent des choses sur un prédateur qui est très présent, par exemple, mais pas sur des éléments du passé ou encore de l'avenir, qui est vraiment, semble-t-il, le propre de l'être humain. Puis dès qu'on se présente à quelqu'un, tantôt on se serrait la main avant de commencer, on décide, d'une certaine manière, on se raconte en une phrase. Je peux dire ce que je fais, par exemple, je suis philosophe ou étudiant en philo, déjà, je raconte quelque chose de moi, de la perception que j'ai de moi et de mon travail, par exemple. C'est même un truc qui m'a frappé quand je suis arrivé en ville. Moi, je viens de la Beauce, puis ça me prend toujours 3 phrases à peu près pour le plugger, justement, donc je me raconte comme ça. Mais quand je suis arrivé à Québec, j'arrêtais d'être « Salut mon petit boulette, salut mon petit grenier ». Tu sais, si j'étais à Saint-Benjamin, j'étais un petit boulette. Si j'étais à Beauceville, j'étais un petit grenier. Bon, les gens me reconnaissent en fonction de ton père, ta mère, fils de... Alors que, en ville, on est comme extrait, disons, de ce phénomène villageois où il y a un organigramme très clair de t'es le petit cousin d'un tel, puis le frère de l'autre. Donc, il faut comme se raconter d'une certaine manière, puis souvent, c'est mon travail, mes études ou d'autres éléments que je décide d'intégrer à ma personnalité, mais en même temps, tout ce que je décide de taire, comme dans un CV, on va jamais mettre la job où on est resté 2 semaines, par exemple. Donc, ça aussi, on se raconte tu mets le doigt par nos silences. sur un point, c'est que comme on sélectionne des faits, des informations, des événements, il y en a aussi qu'on tait consciemment et inconsciemment aussi. Et il y en a, c'est parce qu'on s'en rappelle pas, mais il y en a d'autres, c'est aussi parce qu'on choisit de pas les mettre dans notre histoire. Ouais. Et oui, vas-y. C'est ça, on voit ça aussi dans l'histoire nationale ou dans l'histoire... on parlait de raconter des histoires, mais l'histoire elle-même, comme champ d'études, là, il y a ça aussi. Pourquoi on va parler de telle bataille? Pourquoi on va parler de tel traité, tel événement? Qu'est-ce qu'on choisit de dire? On ne va pas dire qu'est-ce que Napoléon a mangé. Pourtant, c'est arrivé, mais on choisit d'omettre ça parce que c'est pas ça qui construit notre histoire. T'sais. Et il y a toutes sortes de biais, que ce soit dans l'historiographie d'une nation ou dans un récit plus personnel. On va des fois pour bien faire paraître, il y a l'histoire qui est souvent écrite par les gagnants de l'histoire, bien évidemment.
Et des fois, on fait ça avec chacune de nos vies aussi. Évidemment, je ne vais pas vous raconter tous mes côtés plus sombres ou moins glorieux. Qu'est-ce qu'on choisit de dire qui constitue notre identité? Tu sais, bon, tel voyage, t'es marquant pour moi. Le fait que ma mère vient d'Allemagne, des éléments qu'on va dire, qu'on va mettre de l'avant parce qu'on a l'impression que ça a constitué un peu qui on est. Fait que c'est ça, le rapport à l'identité personnelle, mais l'identité comme peuple ou comme nation aussi, ça joue beaucoup là, dans la façon dont on raconte, les choses qu'on choisit de mettre de l'avant, puis comment on se reconnaît comme étant qui on est. T'sais. Puis il y a aussi le fait qu'on le fait tout seul soi-même aussi. Ça peut même devenir un trouble dans le sens qu'on peut ressasser des événements, ressasser des idées, se répéter des choses. Et en fait, c'est peut-être des perceptions qui sont erronées, qu'on n'a pas confrontées aux autres. C'est à partir du moment où il y a une part de subjectivité, les autres ont le droit de s'interroger sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel ou pas. Et si on n'a pas donc ce récit qui est finalement divulgué aux autres, qui est partagé, on peut aussi tomber dans des perceptions renforcées. Prenons l'exemple de la journée que j'ai passée où je me suis... j'ai eu une discussion, disons, musclée avec un collègue. Et là, je ressasse ça, puis ma colère monte. Et tant que ça reste à l'intérieur, je peux me raconter ce récit-là plusieurs fois. Pendant des semaines, pendant même, des si tu semaines voulais. Même. Et ça alimente évidemment une relation un peu compliquée avec ce collègue-là, sans même que j'aie ouvert la bouche. Par contre, si je raconte cet événement-là à mon épouse le soir, peut-être que le simple fait d'avoir extériorisé cette histoire-là, ce récit-là, elle va pouvoir, comme tu le dis, Ariane, me confronter en disant... Elle a comme un droit de regard sur ce que tu dis. Exact. Je l'expose à la critique, finalement, ce récit, et elle va peut-être me dire, peut-être que tu t'es emporté pour rien, ou peut-être que ça, c'est exagéré. Donc, il y a une grande part de vulnérabilité aussi dans le fait de se raconter. Ouais. Clairement. Michaël? Il y a, je trouve, une question qui est intimement liée à celle du récit, qui est celle de la croyance, en fait. Parce que ce qu'on se raconte à soi, justement, notre narratif intérieur devient ce qu'on croit. Puis, il y a une chose avec la croyance, c'est certainement, on croit que c'est la réalité, comme Stéphanie le disait. Donc, on peut savoir que Napoléon a mangé du riz au lait pour déjeuner en 1834, mais c'est arrivé ou c'est pas arrivé, dépendamment qu'on le raconte ou pas. Je veux dire, ça change pas la réalité telle qu'elle est, mais il y a tellement d'éléments de la réalité qui nous échappent, y compris de la nôtre, que finalement, la réalité, pour nous, c'est ce qu'on croit qu'elle est. Et c'est pour ça que ce qu'on se raconte, ça devient un peu notre vérité. Puis notre vérité, nos croyances, c'est finalement quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur toute notre vie, y compris nos relations. Si on croit qu'on est un bon candidat, on peut vendre ça à un employeur et éventuellement être engagé, par exemple. Alors que si on croit le contraire, on peut être pourtant très qualifié et ne pas l'être. Donc, c'est un exemple banal peut-être, mais je pense que nos croyances impactent beaucoup tout ce qu'on fait, ce qu'on dit au quotidien. Parce que je reviens sur ce que vous disiez, là. Il y a quelque chose qu'on appelle la thérapie narrative. C'est un peu ce qu'on fait en psychanalyse, mais le nom, là, thérapie narrative, c'est arrivé récemment. Puis là, c'est vraiment de dire, OK, tu vas raconter ton histoire à un thérapeute, mais comme un récit. Fais-le comme une histoire que tu raconterais. Puis là, ça permet de prendre un recul, ça permet de... Il y en a qui disent même que ça permet que, éventuellement, le but, c'est que tu deviennes auteur de ton propre récit. Tu te rends compte du pouvoir que tu as sur la perception de ce qui t'est arrivé. Fait que c'est vraiment un exercice qui peut être libérateur, là. C'est intéressant, et on a parlé il y a quelques instants avec l'histoire de Michaël, l'arrivée dans un milieu anonyme où chacun est un individu, un atome un peu libre. Évidemment, cette thérapie-là peut aider à se reconstruire, mais il y a aussi le pendant plus négatif où chacun se construit sa propre histoire ou est un peu arraché à ce temps long. Par exemple, tu es en Beauce, Michaël, tu es inscrit dans une histoire que tu n'as pas choisie. Tu peux pas t'en extraire. Tout le monde le sait que tu es le fils de M. Grenier, le petit-fils de M. Grenier, etc. Ouais. Tu ne choisis pas ton histoire, mais ça a du sens ou ça porte un certain sens parce que tu es dans un temps long, que tu le veuilles ou non. Tu arrives en ville, tu es dans un présent que tu construis au fur et à mesure et tu peux choisir de t'inscrire dans une histoire qui a un certain sens, mais peut-être qu'il y a le risque aussi de rétrécir ce récit-là ou ce temps-là, de le réduire en quelque sorte. Voyez-vous où je veux en venir? Ben oui, parce que c'est un problème, puis encore là, pour l'histoire nationale aussi. qu'est-ce que la manière dont tu te racontes va... Ce que je veux dire, c'est que
Par exemple, si tu te racontes une histoire avec un manque de nuances ou une certaine interprétation que tu as faite d'un événement qui est peut-être pas, tu sais, qui erre un peu, qui n'est pas tout à fait collé à la réalité ou à la vérité, bien, ça peut créer des problèmes autant, comme je dis, au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ah ouais, on le voit avec la propagande, par exemple, dans un extrême. Absolument. On a eu des exemples de ça dans le 20e siècle. Il y a aussi le fait que dans ces récits qu'on peut se construire de façon individuelle, on cherche beaucoup à tout expliquer, savoir d'où vient, on veut comprendre nos traumas, on veut comprendre... justifier des oui, fois. se justifier, savoir d'où on vient, pour savoir que je fais partie de telle communauté pour telle raison, puis que j'ai pas de syndrome de l'imposteur pour telle autre raison. Alors que quand on s'inscrit dans une histoire qui est plus longue et où on reconnaît qu'on ne l'a pas choisie, et qu'il y a des choses mystérieuses aussi. Ça, c'était dans le numéro spécial, on a eu la chance d'avoir en entrevue Rémi Brague, et lui nous disait que les bons récits, il y a toujours une part énigmatique, mystérieuse, qui nous interpelle. Puis il racontait notamment qu'il avait lu un livre de première à dernière page, puis qu'il avait eu le sentiment de s'être fait flouer parce qu'il ne comprenait pas finalement la fin, puis il ne comprenait pas l'histoire, mais il était content de l'avoir lu pareil. Donc il y a quelque chose qui nous interpelle, puis je pense qu'il y a des choses, on les comprend aussi dans le temps, encore une fois. Donc on ne peut pas tout expliquer tout de suite et se rattacher à tout de suite dans le présent. Ça illustre bien cette distinction que Byung-Chul Han fait entre communication et récit, où une communication, c'est clair, c'est l'information instantanée, c'est limpide. L'actualité, tout de suite. On vous explique tout et vous comprenez tout comme si on appuyait sur un bouton. Le récit, pensons au bon récit qu'on connaît, Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Où il y a une part vraiment mystérieuse, où il y a une part qu'on ne peut pas tout saisir. Il y a une intrigue, il y a une mise, je sais pas, d'un suspense. Ça aussi, ça fait partie de la force d'un récit. C'est quand ça va être captivant, c'est quand on va être interpellé, on va vouloir en savoir plus. Puis même le travail d'un historien doit être captivant. C'est ça, c'est pas juste raconter les faits, mais il faut que ça soit structuré comme une intrigue, comme une... il y a une part de subjectivité oui, aussi absolument. dans la sélection des faits. Ben oui. Mais comme tu parlais, par exemple, du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, déjà, ça demande au lecteur un investissement de temps. Mais en plus, pour l'auteur, souvent, ça lui a demandé beaucoup de temps. Les Misérables de Victor Hugo, ça lui a pris 20 ans à l'écrire. Bon, après, il y a d'autres livres qui ont été écrits en des plus courtes périodes. Le Garçon au pyjama rayé, c'est 2 jours l'écrivain qui l'a écrit. Mais des grandes épopées, ça prend énormément de temps aussi. Les journalistes font un peu ce travail-là, aussi, de choisir des événements, de trouver une ligne là, qui mettrait un peu d'ordre dans le chaos. Il y a quelque chose du récit aussi dans un bon texte journalistique. C'est ça, même dans l'information où on ne prétend pas être dans le niveau du récit, bien, on est par défaut dans le récit. Puis j'ai envie de dire, même toute forme de communication, même dans notre narratif intérieur, qu'on dit à personne, sauf à son psychologue peut-être, il y a une forme de récit, c'est-à-dire j'ai un accès privilégié, même exclusif à mes propres pensées. Puis je crois qu'on a quelque chose comme 90 000 pensées par jour. C'est quand même fascinant. Donc, même nous-mêmes, je veux dire, de croire qu'on a un regard objectif puis parfaitement expondéré, là, où chaque pensée aurait le même poids, la même importance, c'est une illusion. Je veux dire, on va porter forcément plus d'attention à certaines qu'à d'autres. Puis pour ce qui concerne la partie de l'information, moi, c'est Elvis Gratton III, là, que je vais citer comme exemple un peu vulgaire peut-être, mais de la culture populaire au Québec, qui nous dit, il devient à un moment donné PDG, je crois, de Radio-Canada, qui est un satire de Radio-Canada, puis il y a son mentor qui dit toujours, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Puis il reste dans cette idée-là qu'il peut tout contrôler, puis finalement, il se gonfle un peu d'orgueil avec ça, mais on voit que finalement, c'est à l'œuvre, qu'on le veuille ou non. Puis, je veux dire, si on a un historien qui est persuadé du bon rôle qu'a joué son pays, ce sera peut-être même pas par un biais conscient, mais il va taire certains événements qui ont touché des communautés et des personnes humaines. Tout à fait. Puis c'est ça, en fait, à la base, c'est parce que le réel, la réalité autour de nous, elle est, tu le disais, chaotique, elle est contingente, puis on a ce besoin-là d'humain de faire du sens, de mettre de l'ordre. Tu sais, c'est Éric Bédard qui avait cette expression-là, mettre de l'ordre dans le chaos. Il insistait beaucoup dans mes conversations avec ça. Historien québécois que j'ai adoré ma rencontre. Il y a beaucoup à dire. Puis une grande réflexion sur justement le lien entre récit et histoire. Puis c'est ça, il dit à la base, c'est ce qu'on fait comme historien, puis qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes spontanément tout le temps. On a besoin d'ordonner notre rapport au réel, parce que sinon, le réel, c'est du chaos. C'est ça. Mais on va reprocher beaucoup, en tout cas dans la modernité avancée dans laquelle on est, aux historiens ou aux journalistes qui tirent un peu vers le roman, là, ou l'histoire un peu avec un peu plus de poésie, disons,
on va leur reprocher d'être pas assez rigoureux ou de pas s'en tenir aux faits observables et quantifiables. Et, vous voyez un peu la difficulté qu'on a. On souhaite tous se faire raconter une histoire comme lecteur, comme auditeur. Les journaux veulent vendre, les historiens veulent une carrière, et tout le monde navigue un peu là-dedans. Et comment trouver l'espèce de juste équilibre? Il y a une quête de la vérité qui doit être sincère, mais comment la dire rigoureusement, finalement? Ben, c'est ça. Éric Bédard, encore une fois, faisait cette distinction-là entre l'historiographie, qui a cette prétention, ou en tout cas cette exigence de rigueur, de coller aux faits, dans un esprit un peu positiviste, là, de scientiste. Alors que l'histoire, qu'on pourrait dire l'histoire, la mémoire collective, là, on est vraiment dans le plus, j'ai envie de dire, subjectif ou l'idée de raconter. Mais tu sais, ce qu'on appelle, par exemple, le roman national. Ça, c'est les Français, il y a une querelle, à un moment donné, un peu autour de ça. Bien, c'est ce qui était reproché un peu, de dire, bien, on fait une histoire grandiloquente de notre nation, puis là, mais là, c'est ça. Donc ça, c'est quand ça s'approche du roman national qu'on veut un peu pousser ou... bien là, ça peut amener quelque chose de problématique. Ça devient un moyen, comme je l'ai dit un peu plus tôt, presque de propagande. Il y a comme un équilibre à trouver toujours aussi entre les émotions et la raison. Exact. Dans le sens qu'on peut avoir une méthode de travail très rigoureuse, une approche très rigoureuse, et on peut avoir une réflexion aussi. Ça aussi, c'est le propre de l'espèce humaine. Donc, c'est notre mémoire de travail là, qui est en avant dans le contexte préfrontal, qui permet de justement jongler avec toutes ces idées et qu'on doit entraîner. Mais si elle est complètement débordée par des émotions, ben, notre réflexion, elle devient complètement biaisée au final. Donc, il faut les accueillir, les émotions, mais il ne faut pas qu'elles prennent toute la place. Clairement. C'est passionnant tout ça. On prend une petite pause, si vous êtes d'accord, puis on poursuit la discussion tout de suite après en regardant de plus près comment on raconte aujourd'hui.